Bonjour à toutes et tous, hein, merci pour votre venue. Je suis très content donc d'être présent aujourd'hui pour animer, une partie de ce webinaire, notamment pour aborder, des travaux qui m'intéressent et que je mène, notamment autour des phénomènes de alors je travaille spécifiquement, globalement sur les phénomènes et les dynamiques d'exclusion, et de stigmatisation, également dans ce cadre-là, je m'intéresse de plus en plus au phénomène de radicalisation, identitaire qui, fait partie de mes projets actuels et à venir dans ce cadre-là, et en tant qu'adhérent aussi à la fondation, Arnaud m'a proposé donc du coup d'aborder on a discuté sur ce qu'on pouvait faire, notamment dans le cadre du phénomène d'exclusion, qui pouvait élargir, à ce qui est, principalement, mis en avant dans la fondation, dans la fédération pardon, principalement en lien avec la santé mentale et voir dans quelle mesure, voilà, on pouvait aussi partager des travaux en termes de radicalisation et de polarisation dans ce cadre-là, voilà, c'est les travaux que je mène, en tant que chercheur postdoctoral, donc notamment, à l'université, Savoie, Mont-Blanc. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir, commencer avec, un aspect, introductif, où, j'aborderai en fait en 4 étapes, le contexte actuel, hein, finalement, pourquoi on s'intéresse à ces phénomènes d'exclusion et de radicalisation, heu, dans quelle mesure ça peut se refléter aussi dans notre quotidien. Puis, j'accorderai aussi un temps qui me paraît important pour définir, les concepts, ou les notions, hein, selon la définition qu'on y accorde. Mais afin de bien définir et qu'on puisse savoir de quoi on parle, hein, puisque, radicalisation peut prendre aussi différentes formes, peut avoir différents éclairages, comme, l'exclusion. Et puis on abordera aussi l'état des lieux de la littérature scientifique sur le sujet, hein. Quels sont les liens entre exclusion sociale, radicalisation et polarisation, identitaire? Tout en abordant ensuite, la conclusion et notamment les enjeux aussi, en termes préventifs qui peuvent être menés par la recherche, interventionnelle. Voilà. Alors, pour commencer, heu, le lien entre exclusion et radicalisation, c'est un phénomène qui, est bien identifié, hein, depuis plusieurs décennies, alors notamment, via, des phénomènes quotidiens qu'on peut retrouver. Alors un des plus récents, naît notamment de ce mouvement anti-vaccinal et de cette identité anti-vaccinale qui a notamment été créée via ce sentiment d'exclusion et d'ostracisme structurel, hein, notamment par le biais, du gouvernement, hein, décisions politiques qui, ont décidé d'interdire l'accès à à la sphère publique, enfin certains, endroits publics des personnes qui n'étaient pas vaccinées et en fait, ce phénomène d'ostracisme, a pu générer finalement une réponse identitaire exacerbée qui a généré des comportements, et des attitudes extrémistes, extrêmes, violentes dans une perspective de réponse gouvernementale. Il y a plus longtemps, notamment, la tuerie de Columbine, hein, en haut à droite, qui présente notamment 2 jeunes qui étaient présentés comme, exclus en fait, de leur sphère sociale par les pairs, de leur sphère relationnelle à l'école et finalement ont créé une identité commune d'exclus et se sont renforcés et donc du coup ont répondu à cette exclusion, cet ostracisme via une tuerie qui, il me semble la tuerie, la plus importante, aux États-Unis, aujourd'hui, mais je peux me tromper. Il y a aussi tout un pan de littérature, plus axé sur, un prisme sociopolitique ou sociologique, qui s'intéresse notamment au lien entre les formes d'exclusion sociale et la radicalisation, religieuse, notamment, djihadiste voilà, on suppose un lien, entre ces différentes formes d'exclusion et la façon dont les individus peuvent se faire enrôler, en fait, dans une mouvance extrémiste, avec des valeurs de fondamentalisme, religieux, notamment dans le cadre, voilà, du terrorisme, et donc du coup qu'on a pu voir, hein, récemment au sein de notre territoire, ces derniers temps. Plusieurs études, hein, tentent à supposer donc le lien potentiel ou en tout cas la possibilité que des facteurs psychosociaux liés à l'exclusion, au rejet social, au harcèlement scolaire, hein, qui est une forme d'exclusion et aussi
forme de différentes ruptures affectives, qui est aussi une forme d'exclusion relationnelle, voilà, peuvent être à l'origine des fusillades scolaires. Voilà, tu peux passer à la voilà. Alors, finalement, de quoi on parle, hein, quand on parle d'exclusion sociale? Et ben, on parle simplement d'une définition qui est assez simpliste, hein, qui est simplement le fait d'être rejeté, et ignoré des interactions, sociales. Alors, il faut savoir que ces phénomènes d'exclusion, ils peuvent apparaître à plusieurs niveaux, hein, notamment à un niveau, microsocial, c'est-à-dire, qu'on peut caractériser d'une sphère interindividuelle et relationnelle, qui peut prendre 2 formes, hein. Une forme de rejet, c'est-à-dire, qui est une réponse négative à une demande d'attention. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, vous cherchez une inclusion dans un groupe social et on vous dit: «Non, je ne veux pas que tu sois inclus». Mais elle peut prendre aussi, une forme plus subtile qui est l'ostracisme, qui est, l'absence en fait de réponse à une demande d'inclusion. Et ça, c'est des phénomènes, voilà, qui peuvent émerger dans notre quotidien. J'imagine que toutes et tous ont pu expérimenter ce genre de situation où, vous tentez d'être inclus dans un groupe social et globalement, personne ne vous accorde, une certaine, attention. L'exclusion sociale, elle peut aussi émerger, à un niveau, hein, mésosocial où, là, on sera davantage sur une sphère, intergroupe et identitaire et là, on va voir apparaître des formes d'exclusion qui vont mettre en jeu des dynamiques identitaires. C'est ce qu'on peut retrouver notamment, dans ce qu'on définit clairement comme différentes formes de discrimination ethnique, de genre, sexuelle. Et finalement, l'exclusion sociale, elle peut, aussi émerger à une sphère macro-sociale. Tu peux passer à la diapo suivante, Arnaud, si tu as le macro-social, où, là, on rentre dans une étape, supérieure où, on va être dans une forme d'exclusion structurelle, donc à la fois, relationnelle, identitaire et structurelle et notamment on peut penser comme exemple aux chômeurs, hein, qui se retrouvent, dénués de relations sociales, mais aussi, exclus notamment du système économique, du système de travail, du coup qui, voilà, alimente une nouvelle forme d'exclusion, qui est plus large. Alors l'exclusion sociale, pour bien l'appréhender, il faut comprendre que c'est avant tout une menace, évolutive. C'est-à-dire que, l'exclusion, c'est menaçant pour la survie de l'individu. Alors initialement, on pensait que, par exemple, dans le phénomène d'attachement, en fait, on s'attachait, aux relations sociales et notamment, à notre figure, maternelle ou paternelle parce que, cette figure, elle nous fournissait une forme de sécurité, heu alimentaire, aussi, une sécurité avec un toit et en fait, c'est ce principe associatif, c'est qu'en fait, en associant le fait que notre figure maternelle, elle nous fournit une sécurité et on va créer, en fait, un phénomène d'attachement. Sauf qu'on s'est rendu compte petit à petit que c'était, pas du tout le cas, que, l'attachement, finalement, c'est pas un processus d'apprentissage, mais c'est un processus qui serait, en fait, totalement inné. Et donc là, pour ce coup, on peut s'intéresser à ce qui se passe notamment chez les animaux, et notamment on voit que, plusieurs études ont montré que, voilà, chez les animaux, on développerait en fait des, heu, des formes de d'addiction en fait à autrui, dans la mesure où ça permet, de favoriser en fait, une forme de survie, dans notre environnement social. Et il y a plusieurs études, qui vont dans ce sens, notamment dans les sciences animales, qui montrent que face à une forme de prédation et les le groupe social va se mettre ensemble afin de pouvoir répondre à cette prédation. Et donc du coup, en fait, au fil de notre évolution, on aurait acquis ce besoin de maintenir des relations sociales parce qu'elles seraient adaptatives pour survivre, dans notre environnement social. Et ça, on le voit notamment, ça a été étudié au sein des macaques rhésus, où il y a des études qui ne sont pas très éthiques, mais qui montrent que lorsqu'on isole en fait, un singe donc de sa communauté, hein, de son espèce, finalement, cet individu va développer tout un tas de dérégulations sur le système neurobiologique, neuroaffectif, qui va créer en fait,
des troubles neurodéveloppementaux qui favoriseront, la mortalité en fait, de l'individu qui va être séparé, de son espèce. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que l'exclusion, c'est pas un système, d'apprentissage, c'est un système qui est menaçant et donc du coup, pour répondre à cette menace, bah, on va devoir adapter, les comportements. Et il y a des modèles, hein, en psychosocial, notamment le modèle temporel de la menace des besoins qui dit que l'exclusion sociale va menacer 4 besoins fondamentaux: le besoin d'estime de soi, le besoin d'appartenance, de contrôle et de reconnaissance et que, bah, pour la survie, il va falloir rétablir ces besoins, fondamentaux que je vais présenter, juste après. Pour finir, hein, l'idée, c'est de vraiment de dire que, voilà, l'exclusion sociale va générer un besoin impératif de renouer du contact social et il y a des modèles qui vont, apparenter, en fait, ce phénomène d'exclusion sociale à une forme de douleur sociale en faisant une analogie, en fait, avec la douleur physique, en supposant que, voilà, tout comme quand vous mettez votre main dans le feu, vous allez avoir un réflexe adaptatif qui consiste à retirer la main et à développer tout un tas de systèmes attentionnels, motivationnels pour éviter, bah, de causer des dommages tissulaires, en fait. Et bah, c'est exactement ce qui va se passer lorsque vous êtes exclu. C'est-à-dire que vous avez un système d'alarme qui va s'activer et qui va vous dire: «Là, tu es exclu et potentiellement, c'est menaçant pour ta survie» et donc du coup, ça va générer des réponses attentionnelles, motivationnelles qui vont favoriser le contact social. Et donc du coup, ces réponses, elles sont principalement caractérisées par des réponses prosociales, mais elles sont aussi caractérisées par des réponses antisociales. Et en fait, finalement, lorsqu'on s'intéresse à la radicalisation, donc aux groupes radicaux, et là du coup, tu peux passer à la diapo, suivant, Arnaud. On voit que, les phénomènes de radicalisation et d'extrémisme, elles regroupent en fait ces 2 types de réponses. Elles permettent une réinclusion sociale tout en générant des réponses antisociales et d'agression. Donc ça, c'est voilà, des modèles très récents qui ont été évalués 2024. Alors pourquoi? En revenant à nos besoins fondamentaux et avant effectivement, on va établir de quoi on parle par polarisation, radicalisation, qui sont finalement définis comme des processus comportementaux et affectifs qui vont motiver l'action collective sans pour autant générer un engagement dans l'action et polarisation et radicalisation, on peut les voir sur des termes interchangeables, même si radicalisation a un ancrage sémantique et sociopolitique, hein, mais globalement, lorsqu'on parle de polarisation et de radicalisation au sens strict du terme, on imagine un curseur identitaire qui va s'extrémiser à l'extrême en fait au niveau d'une attitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'un sujet. Alors, il faut distinguer la radicalisation au niveau cognitif, hein, c'est ce que je disais avant. La radicalisation cognitive va, être en sorte de refléter une adhésion à des idées déviantes, hein, extrêmes, qui vont être contraires aux normes et à certaines valeurs démocratiques, mais qui ne vont pas forcément générer, une radicalisation au niveau comportemental, qui finalement caractérise la notion de comportement extrême, au nom du groupe. Alors pourquoi, l'exclusion favorise la radicalisation, notamment en reprenant le modèle? Bah, notamment via, ses réponses vis-à-vis de l'estime de soi et le besoin d'appartenance. Il faut savoir que ça va favoriser une forme de radicalisation cognitive. Pourquoi? Bah, parce que finalement les groupes radicaux, ils ont, des structures qui sont bien définies, qui ont, des frontières, des normes qui sont assez simplistes à comprendre. Et là, tu peux passer à la diapo, suivante, Arnaud. Qui vont en fait, permettre de rassurer l'individu au sein de sa vision qu'il a du groupe, sa vision de lui et donc aussi générer un sentiment d'appartenance qui va être plus important qu'un groupe qui n'est pas radical, qui lui représentera d'apparence peut-être plus de disparité au sens des normes. C'est-à-dire que les groupes radicaux, ils sont définis comme bien définis, avec des idées, bien clarifiées, et qui peuvent être potentiellement plus rassurants pour, les individus. Par contre, les besoins de contrôle et de reconnaissance, lui, ils vont favoriser une radicalisation comportementale. Pourquoi? Bah, parce que quand on menace votre besoin de contrôle, bah, vous ressentez une forme de frustration et surtout, vous avez une forme de vengeance, en fait, qui va vouloir se mettre en place. Lorsque vous avez une impossibilité de réagir face à une situation et que vous êtes, mis au stade de
passif, et ben finalement, les formes d'agression, c'est de remettre à ce stade actif et qui peut générer en fait des comportements extrémisés parce que juste avant, on a géré une frustration. Tu peux passer à la diapo suivant, donc juste après encore. Et pourquoi ça menace le besoin de reconnaissance? Pourquoi ça génère en fait, une adhésion, aux comportements radicaux? Parce que finalement les comportements radicaux, nous donnent la possibilité de, redorer, on peut dire comme ça, redorer notre blason. C'est-à-dire, souvent des actes type attentat sont des phénomènes qui vont être relayés dans la sphère, publique et donc du coup, c'est un acte de reconnaissance aux yeux du monde, là où avant l'exclusion sociale vous a mis à l'écart et vous a en quelque sorte invisibilisé et donc du coup, l'adhésion à un groupe radical, les comportements au nom du groupe radical, permettent en fait de, rétablir ce besoin de reconnaissance qui est menacé par l'exclusion. Alors finalement, tout ça, c'était un peu un stade hypothétique, mais globalement, c'est un travail qui est en cours de publication. C'est qu'on a fait une méta-analyse en fait qui va regrouper l'ensemble de cette littérature. Donc par méta-analyse, voilà, on entend en fait une prise de connaissance de l'ensemble de la littérature qui a été faite sur le sujet et on établit dans quelle mesure l'effet est présent et il l'est mais il reste en fait, à nuancer et je vais vous dire pourquoi. D'une part parce que, les études qui s'intéressent au lien entre exclusion, elles s'articulent au sein d'une opérationnalisation de l'exclusion, pardon, qui est finalement peu représentative de ce qui se passe dans le quotidien. Donc voici des exemples de paradigmes, hein, de type vous êtes exclu d'un jeu de ballon en ligne, d'une visioconférence ou, d'une plateforme Facebook, via des likes où vous n'en recevez pas. Et finalement, en fait, ces formes d'exclusion, elles représentent, des formes ponctuelles, hein, en fait, de rejet, qui caractérisent pas, en fait, une forme d'exclusion qui peut être élargie sur le long terme, sachant que la radicalisation, c'est pas un phénomène, qui est émergent en une fois. C'est un processus qui est complexe et qui va être mis en place en plusieurs, étapes. Deuxièmement, ça permet aussi de montrer que finalement on a un focus uniquement au niveau interindividuel. Lorsqu'on s'intéresse au phénomène de rejet ponctuel, forcément, on met à l'écart les dynamiques intergroupes, parce que les formes de discrimination, bah, intègrent en fait, des formes de rejet qui sont répétées, et finalement la sphère structurelle, donc en, mettant aussi de côté tout ce qui peut être lié à, voilà, aux formes de rejet issues du statut socio-économique, de la sphère économique, de la sphère publique, ce qui fait que finalement on a un manque de données à d'autres niveaux d'analyse et qu'il faut élargir en fait tout ça. Voilà, donc du coup tu peux passer à la diapo, suivant Arnaud. Hem, Finalement, heu il faut s'intéresser, à l'exclusion chronique, à l'exclusion, sociale prolongée, qui peut être caractérisée, en fait, de différentes manières. Donc là, qui s'articule, particulièrement avec ce qui nous intéresse dans le cadre de la fédération. Donc notamment l'isolement social, hein, qui est une forme situationnelle et objective, hein. C'est typiquement le fait, par exemple, d'être dans une localisation géographique où, voilà, on a un manque d'interaction. La solitude, qui elle est une expérience vécue, hein, qui est subjective, qui va davantage caractériser, voilà, un manque relationnel, une forme de privation, sociale, qui quant à elle, mêle à la fois une nature, hein, structurelle et psychosociale qui va en fait mélanger un petit peu ces 2 paramètres d'isolement, et de solitude et puis surtout, qui va être, qui va, générer en fait d'autres problématiques, puisqu'en étant privé socialement, des relations sociales, on est aussi privé d'autres besoins qui ne sont pas en lien, avec l'exclusion. Finalement, quand on s'intéresse, à l'exclusion chronique, on voit qu'il y a des très récentes en fait, études, corrélationnelles qui montrent que finalement, l'exclusion chronique, va générer en fait des formes de radicalisation, politique, notamment en lien, avec les idéologies,
d'extrême droite, donc notamment à gauche, avec une facilitation, par exemple, de l'adhésion aux théories du complot et à des discours qui vont être relativement simplistes pour expliquer certains événements sociaux. Notamment récemment, et c'est un sujet, un projet que j'aimerais aussi développer, autour du développement d'une forme de radicalisation des pensées masculinistes et liées aux problématiques de genre, hein. On a pu récemment le voir avec l'articulation de la série Netflix, hein, qui s'intéresse à cette idéologie incel, notamment chez les jeunes. Et puis plus largement, une étude, des études très récentes, notamment sur la montée globale aussi des extrêmes en lien avec le populisme d'extrême droite, voilà, qui serait notamment lié à une forme d'exclusion chronique, structurelle, identitaire. Alors aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que potentiellement le fait d'être isolé socialement, de ressentir du rejet, ça favorise l'adhésion à des récits simples, communautaires, qui donneraient finalement un sens explicatif aux raisons de notre rejet, hein. Dans le phénomène Micelle, c'est typiquement de dire par défaut, je suis rejeté, donc du coup, c'est les femmes le problème. Dans les phénomènes d'idéologie d'extrême droite, ça va être l'immigration qui va causer des phénomènes d'isolement structurel. Et c'est aussi un moyen de donner une adhésion à un groupe social qui est fort, en fait, parce que ces idéologies sont d'apparence très structurées et fortes. Alors finalement, c'est quoi les enjeux de prévention dans ce cadre-là? Là où l'isolement initialement a été vu comme finalement un enjeu de santé publique, il faut voir que c'est aussi un enjeu au sens large, un enjeu de cohésion, limiter la fragmentation, les formes de polarisation et les formes de séparatisme, hein, d'identité hostile qui finalement va générer un cercle vicieux et favoriser ces formes de radicalisation. C'est évidemment un enjeu démocratique envers cette montée du populisme et de l'idéologie d'extrême droite qui est menaçante pour nos valeurs démocratiques. Un enjeu de sécurité, évidemment la radicalisation, passage à l'acte terroriste, hein, quel qu'il soit. Le terrorisme est ancré notamment les phénomènes de djihadisme fondamentaliste, mais met de côté en fait, et ça commence aussi à se développer les phénomènes de terrorisme d'extrême droite, mais aussi en termes de genre et de justice sociale via la prise en compte, hein, des phénomènes de genre et de l'invisibilisation de certains groupes sociaux. Donc l'idée, c'est aussi de développer en fait une d'implication, hein, politique importante. Euh, donc, par exemple, réduire la vulnérabilité au discours radical et populiste, hein, notamment via des phénomènes de psychoéducation, afin de préserver, hein, cette stabilité démocratique, mais aussi favoriser en fait l'inclusion sociale, notamment au sein des institutions, des relations, mais au sein des phénomènes identitaires, afin en fait de limiter, hein, tout ce que je viens d'évaluer, enfin, et de vous présenter. L'idée, c'est vraiment en fait d'élargir ce qui a été fait au sein de la santé pour aussi tenir compte de l'importance de l'isolement social pour des enjeux politiques et plus largement sociaux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et merci Arnaud pour ton timing qui était parfait. Merci beaucoup, Thibaut. Écoute, on va tout de suite enchaîner. Je vais laisser la parole à Céline, voilà, qui va qui va aborder un autre aspect finalement de ce sujet, centré sur un dispositif. Céline, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà Arnaud pour cette invitation et je suis ravie d'être parmi vous. Alors, je vais voir si j'ai le même problème que Thibaut. Je vous assure que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, hein. L'échec arrivera vite. Eh bien, alors là, je partage. Ah, ça marche. Très bien. Alors, par contre, c'est pas du tout la bonne page, mais on va retrouver. Voilà, donc je travaille juste pour compléter ta présentation, Arnaud. Donc, je suis la déléguée générale du Fonds Bayard Agir pour une société du lien. Le Fonds Bayard, c'est
un fonds qui a été lancé par le groupe Bayard, qui est un groupe de presse et d'édition et qui a vraiment c'est une entreprise à mission et sa mission la mission du groupe, c'est de créer des liens fertiles et du coup, ça nous rapproche de notre séminaire d'aujourd'hui et du coup, la mission du fonds, c'est de soutenir des innovations sociales et culturelles qui recréent du lien. J'étais ravie, Thibaut, de t'entendre parce qu'une des méthodes d'action du fonds, c'est de s'appuyer sur des études scientifiques, neuropsychologiques, sociologiques, etc., pour mieux comprendre les ressorts du lien et les gisements de lien ou au contraire les obstacles. Et c'est pourquoi au Fonds Bayard, on a 3 axes. Un axe qui est vraiment de renforcer les compétences psychosociales du lien. Et je salue Marion Chapulu, que j'ai vu dans les invités. On partage le même combat. Comment renforcer donc ces compétences autour de la créativité, de la collaboration, de l'empathie, de l'esprit critique, qui sont les ferments du lien et qui sont très forts chez les enfants et qui disparaissent ensuite quand elles ne sont pas stimulées. On a un axe autour du lien intergénérationnel et de la solidarité. Et notre 3e axe c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est comment recréer du lien avec les médias, hein, vraiment ce rôle de médiateur. Quel est le rôle des médias aujourd'hui dans un écosystème qui change et avec des attentes qui changent aussi. Donc, comment s'adapter à ces mutations pour recréer du lien. Comme disait Arnaud, le Fonds Bayard, on a mis en place une initiative qui s'appelle Faut qu'on parle, qu'on a développée l'année dernière, mais qui a été précédée en fait par d'autres initiatives qui s'évertuent vraiment à recréer les conditions du dialogue et de l'action collective grâce aux médias. Et je vais en parler un tout petit peu avant de m'attarder sur Faut qu'on parle. Nous, notre position de départ, ça a été de dire qu'en 2024, à l'été 2024 notamment, on a constaté que la société, il est apparu plus fortement encore que la société s'était très polarisée et également que la démocratie était abîmée. Différentes études, on travaille beaucoup avec Destin commun, différentes études ont montré le repli sur soi des Français, la fragmentation de la société, le recul de l'altérité et de l'empathie. Je vous assomme pas de chiffres, mais ils font peur quand même. Hein. 77% des Français considèrent que le pays est trop divisé et un Français sur 2 pense que les différences entre eux sont trop importantes pour continuer à construire ensemble, à faire société ensemble. Et dans les causes de cette polarisation, de cette fragmentation, on voit que les médias, l'accès à l'information a un rôle très important, puisque de nombreuses études ont montré le rôle des bulles informationnelles et des chambres d'écho. Vous savez, le fait que quand vous cliquez par exemple sur un article qui vous intéresse, et ben en fait une logique algorithmique va vous bombarder d'informations sur ce thème-là et vous privant ainsi d'accès ou en tout cas rendant plus difficile l'accès à d'autres informations. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les bulles informationnelles. On sait aussi, plusieurs études montrent la grande défiance face à l'information. Hein. Plus de 62% des Français aujourd'hui ne croient plus aux médias traditionnels, pensent qu'ils sont manipulés, partiaux, que les informations ne sont pas fiables. Et donc vraiment cette défiance favorise aussi l'effritement du lien social et favorise l'effritement du récit collectif. Et enfin, le Crédoc en 2024 montrait à quel point la méfiance et l'individualisme augmentaient, notamment chez les jeunes générations. Et ça rejoint ce que tu disais, Thibaut, à l'instant sur l'émergence notamment des valeurs masculinistes chez les jeunes. Et cette méfiance et cet individualisme nourrit également un sentiment d'incertitude et d'impuissance qui, par ricochet, contribue à la fragmentation de la société. Si je m'attarde un tout petit peu sur le problème des médias aujourd'hui, je reprendrai l'expression de la Fondation Jean Jaurès qui a sorti l'année dernière une étude où il parle d'exode informationnel, c'est-à-dire cette tendance qu'ont les Français à se méfier des médias et à éprouver de la fatigue informationnelle, hein, plus de 50% selon les études, selon le baromètre Lacroix d'ailleurs de 2025, 50% des Français ne s'informent plus parce qu'ils ne trouvent plus ça intéressant ou ils sont submergés par les mauvaises nouvelles, et ceux qui s'informent ne s'informent plus par les médias ou de moins en moins. 40% des Français, il y a 2 ans, lisaient encore des journaux ou regardaient la télé. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30%. Le reste du temps, ils vont surtout sur les réseaux sociaux, quels que soient leurs âges d'ailleurs. Et donc, cet exode informationnel pose vraiment un risque social et démocratique. Et c'est à ça aussi que voulait s'attaquer le Fonds Bayard en renforçant ses actions
entre liens, médias et démocratie, en, en essayant de combattre le repli sur la sphère privée qui nourrit ces bulles informationnelles, mais aussi en essayant de redonner le pouvoir d'agir, le pouvoir de s'écouter individuellement, mais le pouvoir d'agir collectivement en comprenant l'autre et en comprenant le monde, ce qui est à l'origine le rôle de l'information, mais qui aujourd'hui, en fait, cette information, elle est mal digérée ou elle est mal appropriée et elle contribue surtout à créer un sentiment d'impuissance et d'anxiété. Et du coup, pour se protéger, les Français s'exilent loin de l'information, d'où cette expression d'exode informationnel. Mais se couper de l'information, comme vous vous en doutez, c'est se replier sur soi et s'enfermer dans des bulles, c'est se couper des autres et de la vie de la cité. Et donc, on a essayé au Fonds Bayard, avec d'autres médias d'ailleurs ou d'autres associations de journalistes, de recréer de l'intérêt et de la pertinence pour l'information, d'imaginer de nouveaux rôles pour les journalistes afin de réengager les Français et leur redonner le pouvoir d'agir et l'envie de recréer un sentiment commun, un récit collectif. L'idée, en fait, là, elle est de refaire ou de faire de l'information un bien commun au service de la société et du vivre ensemble. Donc, on a notamment travaillé sur le rôle de médiateur du journaliste. Il y a d'autres pistes qui sont évoquées, améliorer l'éducation aux médias pour que les gens comprennent mieux comment l'information est faite et donc diminuer la défiance, réfléchir à des nouveaux modèles économiques, etc. Nous, on s'est vraiment attardé sur le rôle de médiateur, créer du lien par l'information et favoriser la compréhension de l'autre par l'écoute et le dialogue, et les rencontres étant permises par les médias. Mais tout d'abord, avant de s'engager dans Faut qu'on parle, on a essayé de comprendre les raisons de cette défiance, notamment dans les publics éloignés, puisqu'on voit quand même que l'information aujourd'hui, l'accès à l'information et l'intérêt pour la formation reste très polarisant, puisque on sait que c'est plutôt des CSP+, plutôt diplômés, qui vont encore s'intéresser ou chercher de l'information. Donc, on a avec Voisins Malins, qui est une association qui travaille sur le lien et l'accès aux droits dans les quartiers prioritaires de la ville, on a essayé de comprendre pourquoi ces quartiers prioritaires, ces communautés en périphérie, ne s'intéressaient pas à l'information. Et en fait, au Fonds Bayard, on s'est notamment attardé sur les seniors et les seniors isolés. D'abord parce que c'est peu connu, mais c'est les seniors isolés qui sont les plus vulnérables, ou les seniors tout court d'ailleurs, qui sont les plus vulnérables aux fake news. Des études américaines montrent qu'ils sont vraiment beaucoup plus fragiles aux fake news que les moins de 30 ans. Et qui dit fake news aussi dit contribution à ce repli sur soi, à ces sphères, à ces bulles informationnelles. Et donc cette vulnérabilité contribue à fragmenter la société. Et puis les seniors isolés, les seniors tout court ne sont pas du tout des cibles de tous les programmes d'éducation aux médias. C'est plutôt les collégiens, les lycéens, parfois les jeunes hors du système scolaire, mais les seniors isolés bénéficient pas de programmes d'accès d'éducation aux médias qui pourraient renforcer leur esprit critique, renforcer leur empathie, puisque c'est en fait ces qualités-là qui sont aussi développées dans tous ces programmes d'éducation aux médias. Donc, on a été enquêté auprès des habitants des zones périurbaines, des populations immigrées, des seniors isolés dans les quartiers populaires. On a essayé de comprendre pourquoi ils ne s'informaient plus, pourquoi ils s'exilaient loin de l'information et du récit collectif. Donc, les réponses sont assez... s'articulent autour de trois piliers. D'abord, ils ne connaissent pas exactement comment l'information est produite, comment le journaliste travaille, donc ça nourrit leur sentiment de défiance. Très souvent, ils se sentent pas du tout concernés par les sujets qui sont présentés, ils se sentent pas du tout faire partie de ce fameux récit collectif et ces liens que doivent créer normalement l'information. Ils se sentent pas concernés parce que pas représentés ou parce que les thèmes ne les intéressent pas. Et puis ils ont ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans cette information. Par exemple, les populations d'origine immigrée aimeraient qu'on traite plus des sujets internationaux, des personnes
aimerait qu'on parle les habitants des quartiers populaires, aimeraient qu'on traite plus des sujets de quotidiens qui les intéressent. Donc du coup, comme ils sont pas intéressés par les récits, les médias traditionnels, ils ont encore plus tendance à s'informer par les réseaux sociaux. Et donc, cela accentue encore ce phénomène de fragmentation de la société. Et donc, muni de ces analyses, on a aussi testé auprès de ces populations, on a testé un peu des formats très ludiques pour recréer du lien et qu'ils aient une meilleure connaissance des médias. Et un de ces formats était notamment d'avoir un bus qu'on a appelé le News Truck, qu'on a monté avec Lumière sur l'info, qui est une association qui regroupe 1 millier de journalistes à peu près, plutôt de journalistes audiovisuels. Et avec ce News Truck, on est parti dans une quinzaine de villes, mais principalement en visant les quartiers populaires, les maisons de retraite, les places de village, pour aller vraiment chercher ces publics éloignés de l'information, éloignés du lien, et recréer du lien à travers de l'information, recréer de l'espoir. Donc le processus était très simple. On avait un camion, comme vous le voyez peut-être sur l'image, il est jaune, il attire l'attention. Et les gens, en fait, venaient voir ce que c'était. Ensuite, on avait plein de jeux pour les faire dialoguer, discuter à propos de l'information, faire des petites revues de presse conviviales. Alors quand je dis on, c'est pas moi particulièrement, c'est principalement les journalistes de Bayard, mais aussi de Lumière sur l'info. On n'a pas touché 6000 personnes, je crois que je me suis fait une faute. On a touché 3000 personnes à peu près. Je crois que 6000 personnes, c'est l'objectif pour la 2e édition du News Truck qui est parti là ce week-end et qui recommence cette initiative parce qu'en fait, on a fait des petits sondages aussi à la sortie des activités et on voyait que pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils parlaient à leurs voisins, les enfants, les jeunes, c'était la première fois qu'ils touchaient un journal papier, ce qui en dit long aussi sur le rapport à l'information, la priorisation des idées, etc. Et donc, on recommence là, en juin-juillet, avec ce bus qui va toujours aller vers ces publics éloignés, ces publics qui s'inscrivent pas dans ce récit collectif, pour recréer du lien et aussi leur redonner une approche de l'information moins anxiogène, afin qu'ils retrouvent aussi cette capacité et cette envie d'agir collective, qu'ils retrouvent cet espoir d'agir. Et comme juillet, c'est les vacances, ce News Truck ira bien sûr sur les campings, dans les campings, sur les plages, dans les stations d'autoroute aussi. C'est un lieu de brassage formidable. Donc c'est vraiment une initiative pour que les gens se reparlent et sortent de leur bulle, mais aussi recommencent à croire à l'information et se réinscrivent dans un récit collectif. Et on avait aussi des étudiants en école de journalisme dans ce bus-là, pour qu'eux-mêmes commencent dès le plus jeune âge à porter un autre regard et à changer leur récit également sur ces quartiers périphériques ou ces personnes qui sont parfois un peu stigmatisées. Mais il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Juste oui, pour, vous inquiétez pas. Je vais parler de Faut qu'on parle, mais dans les temps qu'il faut. Nous avons donc, munis de ces enseignements autour des publics éloignés de l'information, on s'est dit, mais en fait, le média, au sens large, peut aussi proposer ses moyens d'action et de rencontre à des publics non éloignés. On a vu vraiment que cette masse de public, enfin voilà, que 62% des Français ne croient plus aux médias. Et donc, on s'est inspiré d'une initiative qui s'appelle My Country Talks, qui a été fondée par le média allemand, le journal allemand Die Zeit, qui est un très grand journal allemand, qui a démarré ça en 2017. C'est une initiative qui a été reproduite déjà dans une centaine de pays et qui, pour le coup, a touché plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, ça s'appelle My Country Talks. Ça a fait l'objet d'études de Stanford, de Harvard et de Bonn, l'université en psychologie sociale de Bonn. Je vous résume en gros, leurs trouvailles. Enfin, ils ont fait beaucoup de conclusions, mais la principale qui nous intéressait, c'était ils montraient que parler 2 heures avec quelqu'un qui pense pas comme vous, comme soi, diminue la polarisation affective. La polarisation affective, c'est vraiment ce sentiment d'hostilité vis-à-vis de quelqu'un qui pense pas comme nous. Donc, on l'a en fait développé en France. Ce que nous disait Die Zeit, c'était que depuis 7 ans, il n'y avait pas eu d'initiative en France parce que les médias qui avaient essayé de le porter ou qui avaient contacté Die Zeit étaient des médias déjà très polarisés ou polarisants. Et c'est vrai que La Croix
Donc c'est la Croix qui l'a porté. La Croix a une ligne plutôt autour des valeurs chrétiennes, mais il y a des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite qui lisent la Croix, des gens qui sont catholiques, des gens qui sont pas catholiques. Donc pour le coup, la polarisation, elle n'est pas politique. Et moi, j'avais choisi qu'on s'associe avec Brut, parce qu'une des conditions pour que My Country Talks nous laisse utiliser leur algorithme et leur franchise, c'est d'avoir une alliance média. Donc moi, j'avais choisi qu'on s'associe avec Brut parce que Brut a quand même donc Brut, c'est un média digital, un des médias majeurs chez les 15-35 ans, tandis que la Croix est plutôt majeure chez les plus de 65 ans. Donc voilà, pour avoir vraiment des rencontres entre différentes générations. Donc, on a monté ça de septembre à novembre l'année dernière. On recommence cette année en 2025. Les inscriptions se réouvrent en septembre avec une journée de la conversation le 22 novembre et des grands événements. Je vais aller très vite donc sur le process. Vous vous inscrivez par le biais des articles de journaux sur un lien digital. Vous recevez 9 questions clivantes ou qu'on a voulu clivantes. Et ensuite, il y a un algorithme qui va choisir les personnes qui pensent le moins comme vous et qui habitent le plus près de vous, puisque notre souhait était que ces rencontres se fassent non pas en visio, mais en chair et en os. Et nous avions aussi le souhait que ces rencontres se fassent dans un petit périmètre. Les résultats, ça a été que plus de 6500 personnes se sont inscrites, donc on estime qu'il y a eu à peu près 3000 binômes. Tout le monde n'a pas répondu à notre questionnaire de feedback ou d'évaluation à la fin, mais on estime qu'il y a à peu près 3000 binômes. La mobilisation a été très forte, elle a été assez jeune, puisque la moyenne d'âge était de 45 ans, ce qui est plus jeune que la moyenne d'âge française. L'Île-de-France était bien sûr très représentée, mais les zones rurales se sont beaucoup inscrites. Ce qui a été très marquant par rapport aux autres pays, c'est qu'il y avait 55% de femmes qui ont participé, tandis que dans la centaine d'autres pays, on était plutôt à 75% d'hommes. Donc ça, c'est vraiment un fait qu'on n'a pas encore complètement élucidé, ou alors on se dit que notre argumentaire ayant été de dire venez écouter et rencontrer, et ce n'était pas de dire venez débattre, on se dit peut-être c'est une valeur genrée d'écoute, mais qui a séduit aussi ou qui n'a pas fait peur aux femmes. Il y a eu donc beaucoup de jeunes dans toutes les zones de France, avec quelques mobilisations plus marquées à Nantes, à Lille, en Alsace et dans le sud de la France, mais parce qu'on avait d'excellents relais dans le sud de la France. On a aussi mobilisé en fait une centaine d'acteurs collectifs du lien, je pense aux tiers-lieux, aux collectivités locales, aux associations de terrain, aux universités également, qui ont aussi utilisé ça pour animer leur communauté ou travailler sur la démocratie locale. Je pense notamment aux collectivités locales qui ont certaines des actions autour du lien social de leurs habitants. Et on a eu donc 3000 conversations, qui se sont qu'est-ce qui se passe? Qui se sont déroulées sur plutôt plusieurs jours. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que les gens s'organisaient comme ils voulaient pour se rencontrer. Ils allaient au bar qu'ils voulaient. On leur envoyait un WhatsApp. Et c'est là où on retrouve aussi topographiquement des lieux très forts, comme le bar à côté de la gare, etc. Il n'y avait aucun témoin dans ces rencontres. Les journalistes de Brut et La Croix ont suivi une dizaine de pairs, mais sur 3000, c'est très peu. L'idée étant vraiment pas du tout d'avoir un traitement éditorial, mais étant vraiment de recréer un mouvement autour du dialogue. Les résultats, les gens étaient très contents. On a eu 95% de personnes satisfaites. Tous veulent recommencer. Certains, à peu près 62%, ont dit qu'ils avaient vu leur point de vue évoluer un peu. Ce qu'on a senti chez tous, c'était une immense joie de se lier à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, de rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. La plupart ont gardé, on a fait un petit suivi à 6 mois, la plupart ont gardé des liens avec leur binôme. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à ce concept d'énergie sociale d'Armut Rosa, qui dit en fait quand vous créez du lien avec quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, vous créez de l'énergie, de même qu'il y a l'énergie électrique, etc. Et c'est vraiment ce qui ressortait des témoignages des personnes qui ont participé et qui ont voulu nous raconter leur expérience. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait un très grand clivage générationnel sur certaines questions entre les participants, notamment la place des smartphones, la place du travail, etc. Et par contre, et c'est notre défi pour cette deuxième édition, la diversité n'était pas complètement au rendez-vous parce que, encore une fois, les gens aujourd'hui qui s'intéressent aux médias sont plutôt des CSP+, assez diplômés. C'est pour ça que là, et même si on a travaillé avec des associations de terrain, on n'a pas eu assez de personnes vraiment éloignées ou
ou défiant des médias qui se sont inscrits. Et c'est pour ça que dans l'édition qui va se démarrer en septembre, on va s'allier beaucoup plus avec des médias locaux très ancrés dans leur territoire, puisqu'on sait que traditionnellement la presse locale régionale est plus lue par des gens de droite avec parfois un plus petit niveau de diplôme. Voilà, c'était mon dernier point. Donc, une diversité qui est une diversité qui est difficile à avoir, mais des rencontres qui ont toujours été très énergisantes, et comme quoi le lien, c'est évidemment une réponse aux défis de la société, mais c'est aussi, ça fait du bien à chacun de découvrir quelqu'un d'autre. Voilà.